Puisque tu n'as pas pu nous donner d'héritier, voici ton cadeau d'anniversaire, déclara mon beau-père d'un air suffisant. Lorsque j'ouvris la boîte, je tombais sur des papiers de divorce. Je regardais mon mari. Il détourna le regard. Puis ma belle-mère présenta une femme de 25 ans comme étant sa nouvelle épouse. En silence, j'ai signé. Puis ma meilleure amie a sorti une enveloppe de son sac à main. Mon beau-père a pâli en la lisant. Nous avons une merveilleuse surprise pour toi, Catherine, a annoncé Sharon, alors que le dessert était servi lors de notre dîner d'anniversaire. Le moment semblait délibéré, calculé pour me prendre au dépourvu, alors que j'étais détendu et entouré de personnes en qui j'avais confiance. Mason a repoussé sa chaise et s'est levé, attirant l'attention de tous les invités autour de la table élégamment dressée. Le cristal et la porcelaine que j'avais soigneusement disposés me donnaient soudain l'impression d'être des accessoires dans une pièce de théâtre pour laquelle je n'avais pas auditionné. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Assise dans cette salle à manger, entourée de ma famille et de mes amis, je ne me doutais pas que mon monde était sur le point de s'écrouler. Le matin de notre deuxième anniversaire avait commencé sous les meilleurs auspices. Je me suis réveillé avant l'aube, mon corps vibrant d'excitation, incapable de dormir. 2 ans, Timothy et moi avions atteint notre deuxième anniversaire, et ce soir, nous allions le célébrer avec tous ceux qui comptaient pour nous. Je me suis glissé hors du lit avec précaution, ne voulant pas réveiller mon mari, et j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine. Avant de poursuivre l'histoire de Catherine, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces expériences qui comptent pour tant de femmes. Si vous pensez que chaque mariage mérite honnêteté et respect, pensez à vous abonner. Cela nous aide à toucher davantage de femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires. Voyons maintenant ce que Catherine a découvert ensuite. La maison semblait différente à cette heure précoce, remplie de possibilités et d'anticipation. La lumière du soleil n'avait pas encore commencé à filtrer à travers nos rideaux en dentelle, mais je pouvais voir nos photos de mariage sur la cheminée, dans la douce lueur du réverbère à l'extérieur. Nous étions là, figés dans ce moment parfait où nous nous sommes promis l'éternité. Le visage de Timothy rayonnait de joie lorsqu'il a glissé la bague à mon doigt, ma robe flottant autour de nous comme un nuage d'espoir et de rêve. J'ai touché mon alliance en préparant le café, faisant tourner la bague en or autour de mon doigt, comme je le faisais toujours lorsque j'avais besoin d'être rassuré. Le métal s'était réchauffé au contact de ma peau au cours des 2 dernières années, s'adaptant parfaitement à ma main. Elle faisait désormais partie de moi, aussi naturelle que respirer. Timothy est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine au moment où je lui servais son petit déjeuner préféré. Des pancakes aux myrtilles avec du vrai sirop d'érable. Du bacon de dinde croustillant, exactement comme il l'aimait. Du jus d'orange frais que j'avais pressé à la main la veille. La cuisine sentait le bonheur, remplie des arômes de beurre, de vanille et de grains de café fraîchement moulus. Joyeux anniversaire, lui dis-je doucement, m'attendant à ce qu'il traverse la pièce et m'embrasse comme il l'avait fait lors de notre premier anniversaire. Au lieu de cela, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le visage impénétrable. « Oui, répondit-il simplement. 2 ans. Quelque chose dans son ton me fit lever les yeux des pancakes, mais il avait déjà reporté son attention sur le journal du matin. Le bruissement familier des pages remplissait l'espace entre nous, créant une barrière que je ne comprenais pas. Timothy avait toujours été silencieux le matin, mais ce silence semblait différent, plus lourd, plus délibéré. J'ai mis mon malaise sur le compte de la nervosité liée à l'anniversaire. Les hommes gèrent des célébrations différemment des femmes, me suis-je dit, alors que je sentais l'excitation monter en moi comme du champagne. Ils ressentaient probablement le poids des attentes, la pression de devoir rendre cette soirée parfaite pour nos familles. L'après-midi, l'après-midi, je me suis rendu chez Mason et Sharon pour transformer leur salle à manger formelle en un cadre idéal pour notre célébration. Sharon dirigeait mes efforts avec son mélange habituel de critiques déguisées en suggestions utiles. Mais son énergie était différente aujourd'hui. Elle vibrait littéralement d'excitation, tandis que nous arrangions les fleurs et polissions l'argenterie. « Tu sembles particulièrement heureuse aujourd'hui », ai-je observé en plaçant soigneusement des roses dans le vase en cristal qu'elle nous avait offert pour notre mariage. « Oh, Catherine !» a répondu Sharon, avec un sourire plus large que je ne lui avais jamais vu. « Ce soir sera une soirée si spéciale, un tel soulagement, vraiment. Nous attendons ce moment depuis longtemps. » Mason acquiesça depuis son fauteuil en cuir,
d'où il observait nos préparatifs avec la satisfaction d'un général inspectant ses troupes avant la bataille. 2 ans, c'est un délai suffisant pour évaluer la situation, dit-il, d'une voix autoritaire qu'il employait lorsqu'il s'agissait de questions familiales. Ce soir, nous célébrons les décisions qui s'imposaient. Leurs paroles étaient chaleureuses et inclusives, comme s'ils m'accueillaient enfin pleinement dans leur cercle familial. J'avais travaillé si dur pour obtenir cette acceptation, endurant d'innombrables dîners de famille où des critiques subtiles étaient formulées avec une précision chirurgicale. Chaque réunion de vacances où je souriais malgré les questions insistantes sur les petits-enfants. Chaque événement social où j'avais l'impression de passer une audition pour un rôle que je pensais avoir déjà gagné par mon mariage. La salle à manger s'était transformée grâce à nos efforts combinés, devenant une vitrine digne de la célébration que j'imaginais créer. Des fleurs fraîches emplissaient chaque surface de leur parfum de rose et de gypsophile. Les verres en cristal captaient la lumière de l'après-midi et projetaient de minuscules arcs-en-ciel dansant sur la nappe blanche immaculée. La belle porcelaine, dont chaque pièce valait plus que ce que la plupart des familles dépensaient en courses mensuelles, brillait sous le lustre que j'avais passé 1 heure à nettoyer à la perfection. Lorsque les invités ont commencé à arriver ce soir-là, j'ai ressenti cette fierté familière qui accompagne une réception réussie. Nos amis et notre famille élargie ont rempli la maison de rire et de conversation, leurs voix se mêlant à la musique classique que j'avais choisie pour créer une ambiance de fond. Tout se déroulait exactement comme prévu. Pourtant, au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à remarquer de subtiles tensions que je ne parvenais pas tout à fait à identifier. Les invités me félicitaient d'une manière qui semblait quelque peu hypocrite. Leurs embrassades duraient un peu trop longtemps, comme s'ils me disaient au revoir plutôt que de me féliciter. Les conversations s'arrêtaient lorsque je m'approchais et des regards significatifs étaient échangés lorsque les gens pensaient que je ne les observais pas. Ma tante Patricia m'a prise à part pendant le cocktail, ses mains ridées serrant les miennes avec une intensité inhabituelle. « Catherine, ma chérie, tu te sens bien? Tu sembles plutôt pâle ce soir. Je suis juste excitée, ai-je répondu, bien que sa question m'ait soudainement mise mal à l'aise. Le tract de l'anniversaire, je suppose. Elle a étudié mon visage avec le regard pénétrant qu'elle avait perfectionné pendant ces années en tant que directrice de lycée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Catherine, n'importe quoi, tu sais que tu peux m'appeler. Ces mots avaient une connotation que je ne parvenais pas à déchiffrer, comme si elle m'offrait son aide pour des problèmes dont je n'avais pas conscience. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, Timothy est apparu à mes côtés avec un sourire forcé et m'a guidé pour aller saluer d'autres invités. Tout au long du cocktail, Timothy a maintenu une distance physique prudente avec moi, évitant les contacts informels et les regards complices qui caractérisaient généralement nos interactions en public. Lorsque les invités nous interrogeaient sur notre mariage ou nos projets d'avenir, il répondait de manière vague et détournait rapidement la conversation vers des sujets plus sûrs. Son comportement me faisait penser à quelqu'un qui se préparait à accomplir une tâche désagréable, mais nécessaire. Le dîner se déroula avec toute l'élégance formelle sur laquelle Sharon avait insisté. Les plats, soigneusement préparés, se succédaient devant nos invités. Chacun d'entre eux avait été sélectionné pour démontrer un goût sophistiqué et une attention particulière aux détails. La conversation coulait aussi doucement que le vin, abordant des sujets sûrs tels que la météo et l'actualité locale, tout en évitant soigneusement tout ce qui pouvait être trop personnel ou controversé. J'aurais dû profiter de ce moment, savourer le succès d'une planification minutieuse qui avait duré des semaines. Au lieu de cela, je me suis surprise à étudier les visages autour de la table, à la recherche d'indices sur les étranges sous-entendus que je percevais, mais que je ne parvenais pas à identifier. Tout le monde semblait jouer un rôle plutôt que de faire la fête, comme s'ils suivaient tous un scénario que je n'avais jamais vu. Au moment où le dessert était servi, Sharon s'est levée de sa chaise avec l'air de quelqu'un qui s'apprête à faire une annonce importante. La mousse au chocolat que j'avais spécialement demandée au traiteur restait intacte devant moi, tandis que mon estomac se nouait sous l'effet d'une soudaine appréhension. « Nous avons une merveilleuse surprise pour toi, Catherine, » dit-elle, et je compris que tout ce qui allait se passer avait été soigneusement orchestré pour ce moment précis. Le moment, le cadre, l'assemblée des personnes que j'aimais et en qui j'avais le plus confiance au monde. Tout était conçu pour maximiser l'impact de la surprise qui m'attendait. Mason repoussa sa chaise et demanda l'attention de tous les invités à table.
À ce moment-là, entouré de cristal, de porcelaine et de fleurs que j'avais disposées avec tant de soin, je compris enfin que je n'étais pas l'hôte de cette fête. J'en étais la cible. Les applaudissements s'éteignirent lorsque Mason se rassit, mais la tension dans la pièce restait palpable. Je m'efforçais de sourire, les mains légèrement tremblantes, tandis que je tendais la main vers mon verre d'eau. Quelque chose de fondamental avait changé pendant son discours, même si je ne pouvais pas encore identifier quoi. Les visages autour de notre table affichaient des expressions que je ne pouvais pas déchiffrer. L'anticipation se mêlait à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. Mais ce moment de malaise n'était pas le premier signe que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Les signes s'accumulaient depuis des semaines, comme des fissures dans les fondations que j'avais choisi d'ignorer plutôt que d'examiner. 3 semaines plus tôt, alors que je classais nos documents pour la saison des impôts, j'avais découvert la première preuve que mon mariage parfait était fondé sur des mensonges. Enfoui sous des documents d'assurance et des factures de services publics, j'avais trouvé une facture de téléphone portable qui n'appartenait pas à notre forfait familial. L'en-tête était familier, celui de notre opérateur mobile, mais le numéro de compte était erroné. Mes mains tremblaient tandis que j'étudiais le détail des frais. Des centaines de SMS et d'appels téléphoniques vers un numéro que je n'avais jamais vu auparavant. Les dates et les heures racontaient une histoire qui me nouait l'estomac d'une angoisse grandissante. Des conversations tardives alors que Timothy prétendait dormir à mes côtés. Des appels l'après-midi pendant les heures de travail, alors qu'il n'était soi-disant pas joignable. Des SMS échangés le week-end, alors qu'il était assis dans notre salon et prétendait consulter ses emails professionnels. La fréquence avait considérablement augmenté au cours des 3 derniers mois. Ce qui avait commencé par des contacts occasionnels s'était transformé en communication quotidienne, parfois pendant des heures. Quelqu'un dans la vie de mon mari était devenu suffisamment important pour justifier un tel niveau d'attention, un tel niveau de secret. Lorsque Timothy est rentré à la maison ce soir-là, je l'attendais dans notre cuisine, les factures de téléphone étalées sur le comptoir comme des preuves dans un procès pénal. Peux-tu m'expliquer cela? Lui ai-je demandé d'une voix plus calme que je ne l'étais en réalité. Le visage de Timothy a subi une série de transformations rapides. Confusion, reconnaissance, culpabilité et enfin colère défensive. Tu as fouillé dans mes papiers personnels. Ils étaient mélangés à nos documents fiscaux communs, ai-je répondu. Je ne fouillais pas, je rangeais. C'est lié au travail, a-t-il dit. Mais sa voix manquait de conviction. Mon patron exige une ligne séparée pour certains projets, pour des raisons de confidentialité. Ton patron t'oblige à envoyer des SMS à minuit. Timothy a serré les mâchoires. Tu es paranoïaque, Catherine. C'est exactement ce genre de comportement suspect qui pose problème dans notre mariage. Cette accusation m'a frappé comme un coup physique. Notre mariage avait des problèmes. C'était une nouvelle pour moi, mais apparemment pas pour lui. Quel problème, Timothy? Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Tout doit tourner autour de toi, n'est-ce pas? Sa voix s'éleva avec une frustration qui semblait s'accumuler depuis des mois. Tu remets en question tout ce que je fais, tous les endroits où je vais, toutes les personnes à qui je parle. C'est étouffant. Il attrapa ses clés sur le comptoir et se dirigea vers la porte. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ne pas être interrogé dans ma propre maison. La porte d'entrée claqua avec détermination, me laissant seul avec la facture de téléphone et la prise de conscience accablante que mon mari gardait des secrets qui nécessitaient un niveau de tromperie professionnelle pour être maintenu. 2 jours plus tard, la rencontre à l'épicerie ajouta une autre pièce au puzzle que je commençais à reconnaître. Je choisissais des légumes pour le dîner quand je remarquai une jeune femme qui me regardait avec une intensité inconfortable. Elle était d'une beauté naturelle qui m'a immédiatement rendu consciente de mon apparence. Mes cheveux qui ne tenaient jamais bien en place. Mes vêtements qui me semblaient soudainement démodés et vieillots. Vous devez être Catherine, m'a-t-elle dit en s'approchant avec une nervosité évidente. Je suis désolé, nous nous connaissons? Je m'appelle Judith, a-t-elle répondu, les mains légèrement tremblantes. Je travaille avec Timothy. Il parle parfois de vous. Timothy me parlait rarement de ses collègues, et il n'avait certainement jamais mentionné quelqu'un du nom de Judith. Sa nervosité semblait disproportionnée pour une rencontre fortuite dans une épicerie. Elle jetait sans cesse des regards autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un nous surprenne en train de parler.
Il m'a parlé de votre fête d'anniversaire, a poursuivi Judith. Cela semble très agréable. Cela m'a paru particulièrement étrange. Timothy avait été réticent à parler de notre fête, affirmant qu'il préférait les moments privés aux démonstrations publiques. Pourquoi aurait-il partagé des détails avec une collègue dont il ne m'avait jamais parlé? C'est très attentionné de sa part de parler de notre mariage au travail, dis-je prudemment, en étudiant son visage à la recherche d'indices sur ce qu'elle ne me disait pas. Le sourire de Judith vacilla. Oh, il ne parle pas vraiment de votre mariage. Il parle d'autres choses, de choses personnelles. Elle fit une pause, semblant réaliser qu'elle en avait trop dit. Je devrais y aller. Ravi de vous avoir rencontré, Catherine. Elle se précipita vers la sortie avec une urgence évidente, me laissant debout dans le rayon fruits et légumes, avec des questions qui se multipliaient dans mon esprit comme des cellules cancéreuses. Des choses personnelles. Quelles choses personnelles Timothy pouvait-il partager avec une jeune et belle collègue qu'il ne pouvait pas discuter avec sa femme? Le dîner hebdomadaire chez Mason et Sharon le dimanche suivant m'apporta une nouvelle compréhension de la position précaire que j'occupais dans cette famille. Ce qui m'avait autrefois semblé être une critique modérée s'est révélé être une évaluation systématique, une évaluation de mes performances que je ne passais apparemment pas. La fille de Margaret vient d'avoir un magnifique bébé, a annoncé Sharon alors que nous nous asseyions pour déguster son rôti parfaitement préparé. Quelle bénédiction pour leur famille! Les petits enfants apportent tellement de joie, a-t-elle ajouté en jetant un regard significatif à mon ventre plat, et j'ai ressenti la honte familière qui accompagnait toujours ces conversations. Les Johnson attendent leur deuxième petit enfant et poursuivit Sharon sans relâche. Et les Patterson viennent d'accueillir leur troisième. Il semble que tous nos contemporains profitent des fruits d'un mariage réussi. Mason s'est joint à l'assaut avec une précision chirurgicale. Les mariages réussis donnent généralement naissance à des enfants dans la première année. Cela démontre la compatibilité, les valeurs communes, l'aptitude biologique. J'ai essayé de réorienter la conversation vers des sujets plus sûrs, mais Sharon a persisté avec ses observations sur l'héritage familial et l'importance de perpétuer la lignée. Ces mots étaient soigneusement choisis pour blesser tout en conservant une dénégation plausible. Ce n'était pas de la cruauté pure et simple, c'était une démoralisation stratégique. Timothy a assisté à ces échanges dans un silence complet, sans me défendre ni détourner la conversation de mes échecs apparents. Sa participation passive à mon humiliation était peut-être plus dévastatrice que la cruauté active de ses parents. Je me suis excusé pour aller aux toilettes où je me suis appuyé contre la porte et j'ai pleuré en silence tandis que leurs voix continuaient dans la salle à manger. À travers les murs fins, je pouvais les entendre discuter de mes insuffisances comme si j'étais un appareil défectueux qu'ils envisageaient de remplacer. 2 ans auraient dû suffire, disait Mason. Le problème est peut-être plus fondamental que nous le pensions initialement, répondait Sharon. La voix de Timothy était trop faible pour que je puisse distinguer ses mots, mais son ton suggérait qu'il était d'accord plutôt que de protester. Lorsque je suis revenu à table, la conversation avait dérivé vers des sujets plus sûrs. Mais le mal était fait. Je comprenais désormais que ma place dans cette famille était conditionnelle, provisoire, soumise à des critères de performance que je ne parvenais apparemment pas à satisfaire. L'appel de ma mère est arrivé ce jeudi soir alors que je remuais la soupe qui resterait intacte, car Timothy travaillait encore tard. Sa voix trahissait une inquiétude que seules les mères savent parfaitement calibrer pour percer les défenses de leurs enfants. « Catherine, ma chérie, tu avais l'air si fatiguée lors de notre dernière conversation. Tu dors suffisamment? Tu manges correctement? »« Je vais bien, maman. Je suis juste occupée à organiser notre anniversaire. Timothy a manqué le dîner de Pâques avec nous et Noël a été tendu. Tout va bien entre vous deux? » La question flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à ignorer, mais dangereuse à reconnaître. Comment pouvais-je expliquer que mon mari était en train de devenir un étranger, que sa famille me traitait comme une employée décevante, que je découvrais des preuves de tromperie que je ne comprenais pas encore tout à fait? Tout va bien, ai-je menti. Ce sont juste les ajustements normaux de la vie conjugale. Catherine, la voix de ma mère avait l'autorité de quelqu'un qui avait élevé 3 enfants et survécu à 35 ans de mariage. Tu sais, tu peux tout me dire. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de rentrer à la maison pendant un certain temps, si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette offre de refuge était à la fois réconfortante et terrifiante.
Cela signifiait qu'elle voyait ce que j'essayais si fort de cacher, que mon mariage parfait s'effondrait et que j'étais trop fier ou trop effrayé pour demander de l'aide. Je viendrai bientôt, lui ai-je promis, sachant que j'évitais ces questions perspicaces sur l'état de ma relation. Je t'aime, ma chérie. N'oublie pas que tu mérites d'être heureuse. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma cuisine vide, le téléphone à la main, me demandant depuis quand le bonheur était devenu quelque chose dont je devais me rappeler que je le méritais plutôt que quelque chose que j'attendais naturellement. Assise à ce dîner d'anniversaire avec Mason qui s'apprêtait à faire son annonce, je réalisais que tous ces signes avant-coureurs avaient conduit à ce moment. Les appels téléphoniques mystérieux, la belle collègue, l'impatience croissante de ma famille, les questions inquiètes de ma mère, tout cela avait conduit à la surprise qui m'attendait dans cette salle à manger parfaitement décorée. Le dessert était intact devant moi lorsque Mason s'éclaircit la gorge avec une autorité théâtrale. Mason s'est éclairci la gorge avec l'autorité de quelqu'un habitué à attirer l'attention. Mais avant qu'il ne puisse commencer son annonce, mon esprit s'est évadé vers le rendez-vous médical qui avait eu lieu seulement 48 heures plus tôt. Le souvenir me semblait à la fois lointain et immédiat, comme si je regardais des photos de la vie de quelqu'un d'autre, tout en vivant chaque instant avec une douloureuse clarté. Erica avait insisté pour me conduire au cabinet du Dr. Patterson. Son enthousiasme à l'idée d'obtenir enfin des réponses définitives était à la fois réconfortant et bouleversant. La clinique de fertilité occupait le 3e étage d'un bâtiment médical rutilant. Ses couloirs stériles étaient tapissés d'affiches motivantes représentant des mères souriantes et des bébés potelés. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais entouré d'images de grossesses réussies alors que j'étais assise là à documenter 2 années d'échecs. Pensez-y, m'avait chuchoté Erica pendant que nous attendions dans la salle d'accueil. Jeudi, nous aurons peut-être la réponse que vous espériez. Les formulaires ressemblaient à des aveux rédigés en terminologie médicale. Depuis combien de mois essayais-je de concevoir? 4. Avais-je déjà été enceinte avec succès ou non? Étais-je actuellement soumise à un stress conjugal susceptible d'avoir un impact sur la conception? J'avais fixé cette question pendant une bonne minute avant de cocher la case « Parfois ». Le Dr. Patterson était une femme aimable d'une 50aine d'années qui avait mis au monde la moitié des bébés de notre ville. Sa salle d'examen était peinte dans des tons pastels apaisants, mais rien ne pouvait adoucir la réalité clinique de ce que nous étions en train d'examiner. Le refus apparent de mon corps de coopérer avec l'attente la plus fondamentale du mariage. « Parlez-moi de votre niveau de stress », m'avait dit le Dr. Patterson pendant l'examen, d'un ton doux mais inquisiteur. « Normal, je suppose, les pressions habituelles de la vie conjugale. Êtes-vous heureuse dans votre mariage, Catherine? » La question était restée en suspens entre nous comme une accusation. Erica m'a serré la main depuis sa chaise à côté de la table d'examen, et j'ai réalisé que mon hésitation avant de répondre avait révélé plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Oui, avais-je finalement répondu, mais même moi, je pouvais entendre l'incertitude dans ma voix. La prise de sang m'a donné l'impression que mon dernier espoir était extrait à l'aide d'une aiguille. Chaque flacon représentait une nouvelle chance pour mon corps de se racheter, de prouver que j'étais digne du nom que je portais, digne de la famille dans laquelle j'avais épousé. Erica m'a tenu l'autre main pendant la procédure, ses doigts chauds et fermes, tandis que les miens tremblaient de nervosité. « Les résultats seront prêts mercredi », avait dit le Dr. Patterson. « Nous vous appellerons pour vous les communiquer. » Assise à notre dîner d'anniversaire, je me demandais si ces résultats arriveraient à temps pour changer l'annonce que Mason s'apprêtait à faire. Peut-être qu'une bonne nouvelle pourrait sauver un mariage qui semblait de plus en plus précaire chaque jour qui passait. La confrontation avec Timothy 3 nuits après le rendez-vous médical avait brisé ce qui restait de mes illusions sur notre relation. Je l'avais abordé dans notre chambre alors qu'il se préparait à dormir. Armé de brochures sur les traitements de fertilité et d'un espoir désespéré que l'intervention médicale puisse combler le fossé grandissant entre nous. Timothy, j'ai réfléchi à ce que le Dr. Patterson a dit. Il y a des options que nous n'avons pas encore explorées, des traitements qui pourraient nous aider à concevoir. Sa réponse fut immédiate et dévastatrice par sa froideur. Peut-être ne sommes-nous pas destinés à avoir des enfants ensemble, Catherine. Peut-être que nos corps nous disent quelque chose que nous devrions écouter. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Que veux-tu dire? Je veux dire que ce mariage était peut-être une erreur dès le début. Peut-être avons-nous essayé de forcer quelque chose qui n'était pas destiné à fonctionner.
J'ai fixé cet étranger qui avait le visage de mon mari, mais qui parlait avec la voix de quelqu'un qui s'était déjà éloigné émotionnellement de notre relation. Y a-t-il quelqu'un d'autre, Timothy? Son silence s'est étendu entre nous comme un verdict de culpabilité. Quand il a enfin pris la parole, sa voix était plate et définitive. Je pense que je devrais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Nous avons tous les deux besoin d'espace pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Cette nuit-là marqua le début d'une nouvelle phase dans notre mariage. Une phase où nous vivions comme des étrangers, partageant une maison, entretenant les apparences, tout en reconnaissant en privé que quelque chose de fondamental s'était brisé de manière irréparable. La découverte des véritables sentiments de Mason et Sharon à mon égard eut lieu lors d'une réunion de famille habituelle le dimanche suivant. Je m'étais porté volontaire pour aider Sharon à servir le dessert. Un geste qui m'avait autrefois semblé être un signe d'amour filial, mais qui ressemblait désormais davantage à une performance artistique désespérée. Le garde-manger où Sharon rangeait ses beaux plats de service était situé juste à côté de la salle à manger, séparé par une fine cloison qui n'étouffait en rien les conversations. Je cherchais des assiettes à gâteau en cristal lorsque j'entendis mon nom prononcé avec un mépris non dissimulé. Catherine s'est révélée incapable de remplir l'exigence la plus fondamentale du mariage. Sharon disait à Mason, « 2 ans sans même une fausse couche à montrer. À son âge, si cela devait arriver naturellement, cela se serait déjà produit. Cette fille est défectueuse, » répondit Mason avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui parle d'une marchandise défectueuse. Timothy mérite mieux, une femme qui peut réellement avoir des enfants au lieu de trouver des excuses. Mes soins se figèrent sur les plats de service, tandis que leur conversation se poursuivait avec une méchanceté croissante. Ils discutèrent de mon apparence, de ma personnalité, de ma valeur en tant que membre de la famille, avec l'analyse détachée de juge rendant un verdict. Chaque mot érodait un peu plus mon estime de moi, me laissant vide et tremblante dans ce petit espace sombre. « Nous devons trouver une épouse plus convenable pour Timothy, » conclut Sharon. « Quelqu'un de plus jeune, dont la fertilité est éprouvée et qui vient d'une meilleure famille. » Lorsque je sortis enfin du garde-manger avec les plats de service, mes mains tremblaient si violemment que le cristal cliquetait comme un carillon éolien. Sharon leva les yeux de la table de la salle à manger où elle disposait les serviettes avec une précision militaire. « Catherine, tu es pâle. Tu te sens bien? » Son inquiétude semblait moqueuse après ce que je venais d'entendre. Ces gens qui me souriaient autour de la table familiale complotaient activement pour détruire mon mariage. La famille que j'avais désespérément essayé de satisfaire avait déjà décidé que je n'étais pas digne de leur acceptation. Malgré ces preuves croissantes de trahison et de rejet, je me suis lancé dans l'organisation de notre anniversaire avec une détermination maniaque. Cette fête est devenue ma dernière tentative désespérée pour prouver ma valeur, pour démontrer que j'avais suffisamment de valeur pour être gardé malgré mes échecs biologiques apparents. J'ai passé des heures à sélectionner des fleurs qui rendraient bien en photo, à choisir un menu qui impressionnerait même Sharon, pourtant très critique, à rédiger des invitations qui trouveraient le parfait équilibre entre élégance et chaleur. Chaque décision me semblait lourde de sens, comme si le succès de la fête pouvait d'une manière ou d'une autre sauver un mariage qui était clairement irrécupérable. L'ironie était suffocante. Je planifiais la célébration d'une relation qui était devenue une source d'humiliation quotidienne. J'investissais du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle pour commémorer une union que les autres parties concernées considéraient apparemment comme un échec. Pourtant, je m'accrochais au rituel de la célébration comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage dans un océan d'incertitude. Chaque détail que j'avais arrangé me semblait être une preuve en ma faveur, la preuve que j'étais digne d'amour malgré mon incapacité à concevoir. Le linge de table coûteux, le vin soigneusement choisi, les couleurs parfaitement assorties, tout cela témoignait de ma valeur en tant qu'épouse et membre de la famille. Mais même en signant les chèques et en finalisant les derniers préparatifs, je savais que j'étais en train d'organiser mes propres funérailles. La fête d'anniversaire était devenue moins une célébration de notre mariage qu'un adieu à la vie que je pensais que nous étions en train de construire ensemble. À présent, alors que Mason s'apprêtait à faire l'annonce qu'il avait prévue pour ce moment, je réalisais que tous mes préparatifs minutieux avaient été faits pour cela, non pas pour une célébration, mais pour une fin soigneusement orchestrée que j'avais inconsciemment contribué à mettre en scène.
Le dessert restait intact devant moi, tandis que le poids des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire m'écrasait comme une pierre. Le raclement de gorge de Mason sembla résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû, et dans cet instant qui s'étirait, je pris conscience que toute cette journée avait ressemblé à une pièce de théâtre dont tout le monde, sauf moi, avait reçu le script à l'avance. La matinée avait commencé avec l'arrivée de Mason à notre maison plus tôt que prévu, les bras chargés de fleurs et de vin que je n'avais pas demandé pour la fête du soir. Son accueil était exubérant d'une manière qui semblait complètement artificielle. Son étreinte a duré plusieurs secondes de trop, tandis que son regard intense me donnait la chair de poule. Catherine, ma chère belle-fille, avait-il dit, le terme affectueux roulant sur sa langue avec une précision théâtrale. Ce soir sera une soirée très spéciale, une soirée mémorable. J'espère que vous êtes prête pour ce moment exceptionnel. La répétition du mot spécial ressemblait à un avertissement déguisé en enthousiasme. Sharon s'était montrée tout aussi étrange, pratiquement vibrante d'anticipation, alors qu'elle virevoltait dans notre cuisine, réorganisant des objets qui n'avaient pas besoin d'être réorganisés et offrant des suggestions d'amélioration qui étaient en réalité des ordres enrobés d'une fausse politesse. Tu devrais porter ta robe bleue ce soir, Catherine. Ok, avec le colo, elle est très appropriée pour l'occasion. Depuis quand ma belle-mère se souciait-elle de mes choix vestimentaires? Quand m'avait-elle déjà donné des conseils vestimentaires qui n'étaient pas accompagnés de critiques acerbes? Pourtant, elle me traitait avec une sollicitude qui semblait plus inquiétante que sa froide désapprobation habituelle. Timothy m'avait évité toute la journée, prétextant être nerveux à l'idée d'accueillir des membres de la famille, mais son comportement suggérait plutôt de la culpabilité que de l'anxiété sociale. Il se déplaçait dans notre maison comme un homme se préparant à une exécution, vérifiant sans cesse sa montre et sursautant à chaque fois que le téléphone sonnait. Lorsque j'essayais d'engager la conversation avec lui au sujet des derniers détails de la fête, ses réponses étaient monosyllabiques et distraites. « As-tu confirmé la livraison du vin? » lui avais-je demandé en arrangeant les fleurs dans notre salon. « Oui, et les chaises supplémentaires de chez tes parents? C'est réglé. Timothy, tu te sens bien? Tu sembles tendu. » Il m'avait alors regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. De la douleur peut-être, ou du regret. « Je vais bien, Catherine. Je veux juste que tout se passe bien ce soir. » Mais rien dans son comportement ne suggérait qu'il voulait que la soirée se passe bien. Tout dans son comportement suggérait qu'il redoutait ce qui allait se passer. L'arrivée d'Erica a été le premier moment de chaleur sincère que j'ai connu de toute la journée. Elle a fait éruption dans notre maison avec son énergie caractéristique, mais même elle semblait différente ce soir-là. Son excitation était palpable, presque maniaque, et elle serrait son sac à main avec une intensité protectrice. « Catherine !» s'exclama-t-elle en m'embrassant avec une affection féroce. Je peux à peine me contenir. Ça va être la meilleure fête d'anniversaire qui soit. Je m'écartai pour étudier son visage, remarquant la rougeur éclatante de ses joues et la façon dont ses yeux brillaient de secrets à peine contenus. « Erica, on dirait que tu vas exploser. » « Qu'est-ce qui t'arrive? » « Je t'ai dit que j'avais le cadeau parfait pour toi. Le moment sera absolument parfait. Ça va changer ta vie, Catherine. Ce cadeau va tout changer. » Elle n'arrêtait pas de toucher son sac à main pendant qu'elle parlait, ses doigts suivant le contour de ce que je supposais être une enveloppe. Ce geste était à la fois protecteur et respectueux, comme si elle transportait quelque chose de précieux et de fragile. « Tu me rends nerveuse avec tout ce mystère, » lui dis-je, mais son enthousiasme était contagieux. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti un véritable espoir. Peut-être que la surprise qu'Erica avait prévue contrebalancerait l'étrange tension qui s'était installée depuis le matin. « Fais-moi confiance, » m'a-t-elle murmuré en me serrant les mains. « Quand le moment sera venu, quand l'effet sera maximal, je te donnerai quelque chose qui fera comprendre à tout le monde dans cette pièce à quel point tu es spécial. » Sa présence m'a rassuré comme rien d'autre ne l'avait fait ce jour-là. Alors que la famille de Timothy me donnait l'impression d'être une étrangère cherchant à obtenir leur approbation, Erica me donnait le sentiment d'être vue et appréciée pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais apporter. Lorsque les invités ont commencé à arriver, j'ai immédiatement senti que la dynamique sociale de la fête n'était pas normale, sans pouvoir expliquer pourquoi. Les membres de la famille élargie et les vieux amis ont franchi notre porte d'entrée avec des félicitations qui sonnaient creux,
et des embrassades qui ressemblaient plus à des condoléances qu'à des célébrations. Mon cousin Michael, d'habitude très bruyant lors des réunions de famille, semblait abattu et évitait de mon regard lorsqu'il me parlait. Félicitations, Catherine. J'espère que cette soirée t'apportera tout ce que tu mérites, tout ce que je méritais. Pourquoi cela ressemblait-il moins à une bénédiction qu'à une menace? Madame Henderson, qui habite en bas de la rue et qui est d'habitude très bavarde et pleine d'entrain lorsqu'il s'agit des potins du quartier, m'a fait des compliments inhabituellement élaborés qui semblaient d'avoir été répétés. Catherine, ma chère, tu es absolument radieuse ce soir, si courageuse, si digne. J'ai toujours admiré ta force. Courageuse, digne. Ce ne sont pas des mots que l'on associe généralement à une fête d'anniversaire. Ce sont des mots réservés aux personnes qui font face à l'adversité avec grâce. Tout au long du cocktail, j'ai aperçu des échanges significatifs entre les invités lorsqu'ils pensaient que je ne les observais pas. Des sourcils levés, des hochements de tête subtils, des conversations chuchotées qui cessaient brusquement lorsque je m'approchais. L'atmosphère de la fête semblait chargée d'informations que tout le monde possédait sauf moi. Ma tante Patricia m'a coincé près de la cheminée, ses mains ridées serrant les miennes avec une urgence inhabituelle. « Catherine, ma chérie, tu es terriblement pâle. Tu te sens bien? Tu manges suffisamment? » « Je vais bien, tante Patricia. Je suis juste excitée par la fête. » Elle a étudié mon visage avec le regard pénétrant qu'elle avait perfectionné au cours de décennies passées à enseigner à des lycéens. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Catherine, n'importe quoi, tu as mon numéro. Promets-moi que tu m'appelleras si tu as besoin d'aide. » D'aide pourquoi? Pourquoi tout le monde semblait-il croire que j'aurais besoin d'aide pour quelque chose? Quelle crise anticipaient-ils tous sans que je m'en rende compte? Le comportement de Timothy tout au long de la soirée confirma mes soupçons grandissants. Il se préparait à quelque chose qui exigeait un renforcement psychologique important. Il buvait plus que je ne l'avais jamais vu boire lors d'une réunion de famille, son verre de vin habituel étant remplacé par de multiples allers-retours au bar. Il maintenait une distance physique prudente avec moi, évitant les contacts fortuits et les regards complices qui caractérisaient normalement nos interactions en public. Lorsque les invités nous interrogeaient sur notre mariage ou nos projets d'avenir, ses réponses étaient vagues et il détournait rapidement la conversation vers des sujets plus sûrs, comme le travail ou le sport. Je le voyais vérifier sa montre de manière obsessionnelle, comme s'il attendait un moment précis. Ses conversations avec son père s'interrompaient toujours brusquement lorsque je m'approchais. Leurs échanges chuchotés dégageaient une urgence qui me nouait l'estomac d'appréhension. « Timothy », lui ai-je murmuré lors d'un bref moment où nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Tu agis comme si tu assistais à des funérailles plutôt qu'à notre fête d'anniversaire. » Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient contenir des excuses pour des crimes qui n'avaient pas encore été commis. « Catherine, je veux juste que tu saches que rien de tout cela n'était personnel. Rien de tout cela n'était parce que tu n'es pas une bonne personne. Rien de tout cela n'était personnel. Timothy, tu me fais peur. » Mais avant qu'il n'ait pu répondre, Sharon est apparue dans l'embrasure de la porte pour annoncer que le dîner était prêt à être servi. Alors que Mason s'apprêtait à faire l'annonce prévue pour ce moment, je réalisais que chaque interaction étrange, chaque regard significatif, chaque conversation chuchotée avait mené à cela. Le dessert restait intact devant moi, tandis que le poids de la révélation imminente pesait sur moi comme un orage sur le point d'éclater. La tempête qui s'était accumulée toute la soirée éclata enfin avec les mots suivants de Mason. « Mesdames et messieurs, famille et amis, commença-t-il, sa voix empreinte de l'autorité acquise par l'habitude de prononcer un verdict déjà décidé. Nous sommes réunis ce soir non seulement pour célébrer le 2e anniversaire de Catherine et Timothy, mais aussi pour aborder des questions familiales très importantes. » Un frisson me parcourut l'échine alors que la pièce devenait complètement silencieuse. Même la douce musique classique qui jouait en fond semblait s'estomper, ne laissant que le bruit de mon propre cœur qui battait à tout rompre dans mes oreilles. Mason plongea la main dans la poche de sa veste avec une précision théâtrale, en sortant une enveloppe qui semblait officielle et inquiétante à la lueur des bougies. Il la tint suffisamment haut pour que tout le monde puisse la voir, comme un procureur présentant des preuves à un jury. « Le mariage, poursuivit-il en posant sur moi un regard d'une intensité inconfortable, est une institution qui a des objectifs précis. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints après un délai raisonnable,
Des décisions difficiles doivent être prises pour le bien de toutes les parties concernées. J'avais la bouche sèche. La fourchette à dessert tremblait dans ma main lorsque je la posais sur l'assiette en porcelaine, avec un léger tintement qui sembla résonner dans la pièce silencieuse. Catherine, ma chère, dit Mason, et son terme affectueux me fit l'effet d'une lame enveloppée de soie. Tu fais partie de notre famille depuis exactement 2 ans. Cela représente un délai suffisant pour évaluer le succès de cette union et apporter les ajustements nécessaires pour l'avenir. Timothy se tenait figé à côté de la chaise de son père, le visage pâle comme du parchemin, les yeux fixés sur un point invisible derrière mon épaule. Il ressemblait à un homme devant un peloton d'exécution, sauf qu'il n'était pas celui qui allait être exécuté. Puisque tu n'as pas pu nous donner d'héritier, continua Mason, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Tiens, prends ce cadeau d'anniversaire. L'enveloppe apparut devant moi, tenue fermement par la main assurée de Mason. Autour de la table, j'entendais certains invités retenir leur souffle, tandis que d'autres se penchaient en avant avec la fascination morbide des spectateurs d'une exécution publique. Mes mains tremblaient lorsque j'ai accepté l'enveloppe. Le papier semblait coûteux, épais, chargé d'une importance que je commençais seulement à comprendre. L'adresse de l'expéditeur était estampillée du logo d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. « Ouvre-la, Catherine !» m'a exhorté Sharon de l'autre côté de la table, la voix brillante d'une excitation à peine contenue. « Nous sommes tous impatients de voir ta réaction. » L'enveloppe semblait devenir plus lourde dans mes mains tremblantes. Une partie de moi voulait la reposer sans l'ouvrir afin de préserver encore quelques instants l'illusion que ma vie n'était pas sur le point de changer irrévocablement. Mais 45 paires d'yeux me regardaient, attendant ma réaction à ce qu'elle contenait. J'ai déchiré le sceau avec des doigts qui semblaient déconnectés de mon corps. Les documents juridiques à l'intérieur étaient impeccables et formels, leur en-tête officielle rendant tout cela soudainement terrifiant et réel. Demande de dissolution du mariage. Je lis à haute voix, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Le langage juridique formel ne pouvait masquer la réalité brutale de ce que je tenais entre mes mains. Timothy avait rencontré des avocats, il avait rempli des papiers, il avait planifié mon abandon avec la même précision méthodique que d'autres couples utilisaient pour planifier leurs vacances. La pièce se mit à tourner tandis que j'assimilais la terminologie qui réduisait notre mariage à un accord contractuel résilié en raison de différences irréconciliables, découlant de l'incapacité des défendeurs à concevoir des enfants dans un délai raisonnable. Timothy, je levai les yeux vers mon mari, désespéré de trouver un signe indiquant qu'il s'agissait d'une blague cruelle et élaborée, qu'il allait s'avancer et m'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. Au lieu de cela, il resta figé à côté de son père, son silence parlant plus fort que n'importe quelle confession. L'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 2 ans, l'homme à qui j'avais préparé le petit déjeuner ce matin-là, ne pouvait même pas me regarder dans les yeux alors que je tenais entre mes mains les documents juridiques attestant de sa trahison. « Il y a plus, Catherine », annonça Sharon avec l'enthousiasme de quelqu'un qui dévoile le deuxième acte d'un spectacle divertissant. « Nous aimerions vous présenter quelqu'un de très spécial. » Une jeune femme s'avança de l'endroit où elle se tenait près de la porte de la salle à manger. Je l'ai immédiatement reconnue. Judith, de l'épicerie, la collègue nerveuse qui était au courant de notre fête d'anniversaire. Mais ce soir, elle n'était pas nerveuse. Ce soir, elle portait une robe en soie bleue qui mettait parfaitement en valeur son teint, et ses cheveux étaient coiffés avec une précision professionnelle. Catherine a poursuivi Sharon avec une joie à peine dissimulée. « J'aimerais te présenter Judith, la fiancée de Timothy. Ils ont prévu de se marier dès que le divorce sera prononcé. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de physique. Fiancé. Ils étaient déjà fiancés alors que j'étais encore légalement marié avec lui. La trahison avait plusieurs niveaux que je commençais seulement à comprendre. Je regardais Judith plus attentivement, remarquant des détails qui m'avaient échappé lors de notre rencontre à l'épicerie. Elle portait des boucles d'oreilles qui me semblaient familières, de délicates perles en forme de gouttes que j'ai soudainement reconnues comme appartenant à la grand-mère de Timothy. Les bijoux de famille qui m'avaient été promis ornaient déjà celle qui m'avait remplacé. « Nous voulions que vous la rencontriez comme il se doit », expliqua Mason sur le ton de quelqu'un qui mène une transaction commerciale, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant à la suite des événements. Judith vient d'une excellente famille et elle a déjà prouvé sa capacité à concevoir. Prouver sa capacité à concevoir. Ces mots résonnaient dans mon esprit
tandis que je fixais cette jeune femme qui était apparemment supérieure à moi dans le seul domaine qui comptait pour cette famille. Elle n'était pas seulement la maîtresse de Timothy, elle était sa nouvelle compagne, soigneusement sélectionnée et évaluée pour son potentiel reproductif. Il ne manque plus que ta signature, Catherine. Timothy finit par parler, la voix tendue. Je les ai déjà signés. Nous pouvons faciliter les choses pour tout le monde. Faciliter les choses pour tout le monde. Comme s'il existait un moyen facile de dissoudre son mariage devant un public composé de sa famille et de ses amis. Comme s'il existait un moyen facile de découvrir que son mari avait prévu de la remplacer pendant qu'elle arrangeait les fleurs pour leur anniversaire de mariage. Je baissai à nouveau les yeux vers les papiers du divorce, à la ligne marquée d'un post-it jaune où ma signature était requise. Le stylo que Mason m'avait tendu me semblait incroyablement lourd, attendant avec la finalité de ce qu'on me demandait de faire. Autour de la table, les invités se tortillaient sur leurs chaises, mal à l'aise d'assister à quelque chose qu'ils savaient être mal, mais qu'ils se sentaient impuissants à arrêter. Certains évitaient tout contact visuel, tandis que d'autres regardaient avec la fascination de spectateurs, assistant à une pièce de théâtre particulièrement dramatique. La voix de Catherine Erica rompit le silence, et je levai les yeux pour voir ma meilleure amie debout, près de l'entrée du salon, le visage blanc de choc et de fureur. Ne signe rien, pas encore. Ah, mais j'étais incapable de réfléchir clairement. L'humiliation était totale, la trahison absolue. Ces personnes qui avaient prétendu se soucier de moi avaient systématiquement orchestré ma destruction, et elles le faisaient devant tous ceux que je connaissais. À travers les larmes qui brouillaient les documents juridiques devant mes yeux, j'ai signé mon nom sur la ligne prévue à cet effet. Les stylos ont griffonné le papier avec détermination. Chaque lettre de ma signature scellait mon destin et mettait fin à mon mariage de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. La salle a éclaté en acclamations de soulagement et en félicitations pour Timothy, comme si ma douleur était le prix à payer pour assister à leur fête. Les acclamations et les félicitations ont cessé instantanément lorsque Erica s'est avancée. Son visage est passé de la stupeur à quelque chose de bien plus dangereux. Une fureur froide et calculée. L'excitation que j'avais remarquée plus tôt dans son comportement était toujours là. Mais maintenant, j'en comprenais la véritable nature. Elle n'était pas enthousiaste à l'idée de célébrer mon mariage. Elle était enthousiaste à l'idée de ce qu'elle transportait dans cette enveloppe, et le fait d'assister à mon humiliation publique lui avait simplement fourni le moment idéal pour l'utiliser. Puisque nous échangeons des cadeaux, annonça Erica, sa voix tranchant la célébration avec une précision chirurgicale. J'en ai un moi aussi. L'énergie de la salle changea instantanément. Les invités qui levaient leurs verres et portaient des toasts à Timothy et Judith se tournèrent vers Erica avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. Mason, qui savourait encore le succès de son orchestration de mon humiliation, semblait agacé par cette interruption inattendue. « Erica, ma chère, commença Sharon, d'un ton empreint de la douceur condescendante qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme indignes de son attention. C'est charmant que tu veuilles participer, mais je pense que nous avons eu assez d'émotions pour une soirée. » « Oh, je ne suis pas du tout d'accord, » répondit Erica, avec un sourire aussi tranchant qu'une lame. « Je pense que la soirée ne fait que commencer. » Elle fouilla dans son sac à main avec une lenteur délibérée, en retirant l'enveloppe qu'elle avait protégée toute la soirée. Mais au lieu de me la remettre, comme je m'y attendais, elle se dirigea directement vers Mason, assis à l'autre bout de la table. Le symbolisme ne fut perdu pour personne dans la pièce. Elle défiait directement le patriarche, opposant le pouvoir au pouvoir. « Cette enveloppe contient des informations qui, je pense, vous intéresseront grandement, » dit Erica, tenant le document juste hors de portée de Mason. « Des informations sur votre belle-fille qui auraient pu influencer votre décision ce soir. Avez-vous pris la peine de rassembler tous les faits avant de vous lancer dans cette mise en scène? » Pour la première fois de la soirée, Mason vacilla. « Jeune fille, je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer, mais ce n'est pas un jeu, » l'interrompit Erica, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Seulement la vérité, quelque chose qui semble faire défaut dans cette famille. » Elle posa l'enveloppe sur la table, juste devant Mason, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Ouvrez-la. » La pièce retint son souffle lorsque Mason tendit la main vers l'enveloppe, les mains qui n'étaient plus tout à fait fermes. Sa confiance théâtrale de tout à l'heure commençait à s'effriter, remplacée par les premiers signes d'incertitude.
Il déchira le sceau et retira la seule feuille de papier qui se trouvait à l'intérieur. Je regardais son visage pendant qu'il lisait, témoin d'une transformation à la fois terrible et satisfaisante. La couleur quitta ses joues, comme si quelqu'un avait ouvert une valve et laissé tout le sang s'écouler de son corps. Son sourire triomphant se dissolut comme du sucre sous la pluie, remplacé par une expression d'horreur naissante. « Que dit-elle » demanda Sharon, la voix aiguë d'anxiété, tandis qu'elle regardait le visage de son mari s'effondrer. Les mains de Mason se mirent à trembler, le papier bruissant comme des feuilles d'automne dans une tempête de vent. Son regard passait rapidement du rapport médical à mon visage baigné de larmes, son esprit luttant clairement pour comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de faire. « C'est un test de grossesse, murmura-t-il, ces mots à peine audibles dans le silence soudainement oppressant qui régnait dans la pièce. Catherine est enceinte. Le silence qui suivit était assourdissant. Ce n'était pas le silence attentif d'un public attendant le prochain acte, mais le silence creux d'une tombe. Les invités qui faisaient la fête quelques instants auparavant regardaient maintenant avec stupéfaction et horreur grandissante les implications des événements de la soirée commencer à s'imposer. « Positif », précisa Erica, sa voix portant clairement dans le silence stupéfait, confirmée par une analyse de sang effectuée 48 heures auparavant. « Catherine porte votre petit enfant Mason, l'air que vous prétendez qu'elle ne pourrait jamais lui donner. » Je retrouvais alors ma voix, puisant dans mes ressources intérieures une force dont j'ignorais l'existence. À travers mes larmes et mon chagrin, je rassemblais le peu de dignité qui me restait et parlais avec une clarté qui me surprit moi-même. « Félicitations, dis-je en regardant Mason droit dans les yeux, sans plus aucune soumission ni désir désespéré d'obtenir son approbation. Vous venez de renoncer à votre petit enfant. » Le rapport de force dans la pièce a immédiatement et complètement basculé. Mason, qui avait dominé la soirée avec une assurance autoritaire, avait désormais l'air d'un homme face à son exécution. Les papiers de divorce signés qui représentaient sa victoire quelques instants auparavant devenaient désormais la preuve de son erreur de calcul catastrophique. « Catherine, a-t-il balbutié, la voix brisée en prononçant mon nom. « Catherine, nous ne savions pas. Nous n'en avions aucune idée. Nous pouvons sûrement le faire. »« Faire quoi ?» demandai-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. « Annuler les papiers que je viens de signer devant 45 témoins? Faire comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu? Retirer l'humiliation que tu as orchestrée pour ton propre divertissement? » Timothy retrouva enfin sa voix et s'avança, les mains tendues dans un geste à la fois suppliant et pathétique. « Catherine, s'il te plaît, nous pouvons trouver une solution. Les papiers n'ont pas besoin d'être déposés. Nous pouvons les déchirer tout de suite. »« Régler quoi, Timothy ?» ai-je demandé. Et l'ironie de la situation était si flagrante qu'elle en était presque drôle. « Régler notre mariage que tu as déjà légalement dissous. Régler ta relation avec Judith, qui porte les boucles d'oreilles de ta grand-mère et prévoit d'emménager dans notre maison. » Judith, qui se tenait à côté de Sharon comme un trophée exposé, semblait maintenant vouloir disparaître dans le papier peint. Le triomphe qu'elle affichait avec tant d'assurance quelques instants auparavant s'était évaporé, remplacé par la prise de conscience inconfortable qu'elle avait participé à la destruction du mariage d'une femme enceinte. « Tout cela n'est qu'un malentendu ?» intervint Sharon, la voix montant d'un ton désespéré. « Un malheureux problème de timing. Nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons. »« Vous pouvez quoi ?» l'interrompit Erica, sa fureur désormais pleinement déchaînée. « Vous pouvez annuler les documents juridiques. Vous pouvez effacer l'humiliation publique. Vous pouvez transformer comme par magie cette célébration en ce que Catherine pensait qu'elle était. » Mason suppliait désormais ouvertement. Son arrogance initiale s'était complètement évaporée. « Catherine, je t'en prie. Tu dois comprendre, nous pensions faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Nous pensions, vous pensiez à tort, dis-je simplement. Vous pensiez pouvoir vous débarrasser de moi comme d'une marchandise défectueuse et me remplacer par un modèle plus récent. Vous pensiez pouvoir orchestrer mon humiliation pour votre divertissement. Vous pensiez pouvoir détruire ma vie sans conséquence. La réalité juridique des documents signés faisait son chemin dans la pièce. Même si je voulais pardonner cette trahison, même si je voulais tenter une réconciliation, les papiers du divorce créaient une barrière juridique qui ne pouvait être simplement ignorée. Le processus de dissolution était déjà en marche, scellé par des signatures et des témoins. Les papiers sont signés, ai-je poursuivi,
la voix ferme malgré les larmes qui coulaient encore sur mon visage. Le mariage est terminé et votre petit-fils ne connaîtra jamais la famille qui l'a rejeté avant même sa naissance. La fête qui avait commencé dans une joie cruelle était désormais terminée, pleurant la mort de relations et de possibilités qui ne pourraient jamais renaître. Le silence qui a suivi ma déclaration s'est étiré comme un fil tendu, prêt à se rompre. Autour de la table de la salle à manger, 45 visages me fixaient avec des expressions allant du choc à la pitié, en passant par la compréhension naissante de ce dont ils venaient d'être témoins. Mais j'en avais assez d'être l'objet de leur attention, assez d'être la victime de leur divertissement. Erica est apparue à mes côtés comme si elle avait été appelée par un signal invisible, ses bras glissant sous les miens avec une détermination protectrice. « Viens », m'a-t-elle chuchoté, d'une voix douce mais ferme. « Nous partons. Catherine, s'il te plaît. » Timothy m'a interpellé alors que je repoussais ma chaise, les pieds raclant le parquet avec un bruit qui semblait résonner dans le chaos soudain. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons réparer ça. » Je me suis retourné pour le regarder une dernière fois, cet homme qui avait partagé mon lit et mes rêves dans mon rituel matinal autour d'un café. Son visage était pâle de panique, ses mains tendues vers moi dans un geste qui arrivait 2 ans trop tard. « Arranger quoi, Timothy? » ai-je demandé, la voix calme malgré les larmes qui continuaient de couler. « Arranger les documents juridiques que j'ai signés devant tous nos proches. Réparer l'humiliation que tu as orchestrée. Réparer le fait que tu m'as remplacé avant même d'avoir divorcé. » Tu n'avais pas de réponse à cela. Aucun d'entre eux n'en avait. Mason se leva en trébuchant, sa chaise basculant en arrière dans sa précipitation. « Catherine, tu dois comprendre. Nous avons fait une erreur, une terrible erreur, mais nous pouvons corriger cela. Les papiers n'ont pas besoin d'être déposés. Nous pouvons les déchirer tout de suite. Et ensuite ?» ai-je demandé, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Faire comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. Faire comme si tu ne venais pas de m'humilier publiquement pour divertir notre famille et nos amis. Faire comme si Judith n'était pas là, portant les bijoux de ta mère et prévoyant d'emménager dans ma maison. Sharon s'est avancée, le visage rouge de désespoir. « Catherine, ma chère, tu dois être raisonnable. Les familles ont des malentendus. Tout cela peut s'arranger. Pense au bébé. Pense à ce qui est le mieux pour ton enfant. » L'audace de ces paroles me paralysa. « Ce qui est le mieux pour mon enfant, » répétai-je lentement, « c'est de ne jamais connaître la famille qui l'a rejeté avant même sa naissance. » Avec Erica à mes côtés, je me dirigeais vers la sortie de la salle à manger, laissant derrière moi le cristal, la porcelaine et les fleurs soigneusement disposées qui représentaient autrefois mes espoirs d'acceptation et d'appartenance. Mes pas étaient mesurés et délibérés, chacun m'éloignant davantage de la vie que je pensais vouloir. « Catherine », la voix de Mason se brisa lorsqu'il m'appela. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous enlever notre petit enfant. » Je m'arrêtais sur le seuil, me retournant une dernière fois pour m'adresser aux personnes qui venaient de détruire mon monde avec une précision calculée. « Je ne vous enlève pas votre petit enfant, » dis-je clairement. « Vous l'avez abandonné lorsque vous m'avez remis les papiers du divorce. » Les voix qui se disputaient et les supplications désespérées nous suivirent dans le couloir, mais elles s'atténuèrent à chaque pas que nous faisions vers la porte. Les invités qui étaient venus pour célébrer un anniversaire se retrouvèrent témoins de l'implosion totale d'une famille. Et je pouvais entendre leurs murmures gênés se mêler aux protestations de plus en plus frénétiques de Timothy et de ses parents. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme une bénédiction lorsque Erica et moi avons mis le pied sur le porche. Après l'atmosphère étouffante de trahison et de cruauté qui régnait dans la maison de Mason et Sharon, cette soirée d'octobre semblait pure et purifiante. J'ai respiré profondément, remplissant mes poumons d'un air qui ne portait pas le poids de la déception et du jugement. « Ne te retourne pas », m'a chuchoté Erica en me guidant vers sa voiture garée le long du trottoir. « Ne leur donne pas la satisfaction de te voir hésiter. » Je gardais les yeux fixés devant moi, concentré sur les feux arrière rouges des voitures alignées dans la rue, sur les lumières des porches des maisons voisines, où d'autres familles profitaient probablement d'un mardi soir normal, sans drame, sans trahison ni humiliation publique. À chaque pas qui m'éloignait de cette maison, je sentais quelque chose se lever de mes épaules, un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de marcher sans lui. Derrière nous, la porte d'entrée s'ouvrit
et la voix de Timothy résonna dans la cour. « Catherine, ne fais pas ça, s'il te plaît. » Mais j'étais déjà en train de monter dans la voiture d'Erica, de fermer la porte sur ce chapitre de ma vie d'un clic sec qui semblait plus définitif que n'importe quel papier de divorce. Erica démarra le moteur et s'éloigna du trottoir avec une précision minutieuse. Elle conduisait de manière inhabituellement lente et délibérée. Dans la sécurité de sa voiture, entourée de l'odeur familière de son parfum à la vanille et de la douce musique jazz qui passait à la radio, je me suis enfin autorisé à m'effondrer complètement. Les sanglots venaient du plus profond de moi. Le genre de pleurs qui implique tout votre corps et vous laisse une haletante entre deux vagues de chagrin. 2 ans de mariage, 2 ans à essayer de gagner une approbation qui n'allait jamais venir. 2 ans à croire que je construisais quelque chose de durable avec quelqu'un qui planifiait secrètement mon remplacement. « Laisse tout sortir », dit doucement Erica, tendant la main pour serrer la mienne, tout en gardant les yeux sur la route. « Laisse tout sortir. Tu gardes ça en toi depuis des mois. » Il avait raison. Je portais le poids d'un mariage raté, absorbant les critiques et la déception de la famille de Timothy, trouvant des excuses à un comportement qui aurait dû être inexcusable. Le soulagement de libérer enfin toute cette douleur refoulée était presque aussi intense que la douleur elle-même. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, » dit Erica, la voix tremblante de colère. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient planifié tout ce spectacle. C'était d'une cruauté que je n'aurais jamais pu imaginer. » À travers mes larmes, je parvins à parler. « Tu m'as sauvé, Erica. Si tu n'avais pas été là avec ces résultats d'examen, si tu ne t'étais pas opposé à eux, tu aurais trouvé un autre moyen, » répondit-elle fermement. « Tu es plus forte qu'ils ne l'ont jamais cru, plus forte que tu ne le croyais toi-même. » Alors que nous traversions notre quartier calme en banlieue, passant devant des maisons où les lumières brillaient chaleureusement dans les fenêtres des cuisines et où les familles s'installaient probablement pour passer une soirée normale ensemble, je commençais à ressentir quelque chose d'inattendu qui venait s'ajouter à mon chagrin. C'était du soulagement, pur et simple. Le mariage qui m'étouffait lentement était terminé. La pression constante pour obtenir l'approbation de personnes qui ne m'accepteraient jamais était terminée. Le faux semblant selon lequel nous construisions quelque chose de beau ensemble pouvait enfin être abandonné. « Où veux-tu aller ?» demanda Erica alors que nous approchions du carrefour qui nous mènerait soit à ma maison, soit à la sienne. « À la maison ?» répondis-je sans hésiter. « Je veux rentrer à la maison. » La maison que Timothy et moi avions partagée semblait différente lorsque Erica s'est engagée dans l'allée. La lumière du porche que j'avais laissé allumée projetait des ombres familières dans le jardin. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus la maison que je partageais avec mon mari. C'était simplement ma maison, l'endroit où j'élèverais mon enfant et construirais ce qui allait suivre. Erica m'a aidé à porter mon sac de voyage dans la maison. Sa présence remplissait le silence qui m'avait autrefois semblé oppressant, mais qui semblait désormais paisible. En traversant les pièces qui renfermaient 2 ans de souvenirs partagés avec Timothy, je me suis rendu compte que la maison ne me semblait plus être le sanctuaire d'un mariage raté. Elle me semblait être le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Je devrais appeler ma mère, et je dis en m'installant sur le canapé où Timothy et moi avions l'habitude de regarder la télévision ensemble le soir. Les meubles familiers me semblaient différents maintenant, transformés par la certitude que je serais la seule adulte à prendre des décisions concernant ce qui se passerait entre ces murs. Erica acquiesça et me serra l'épaule avant de se diriger vers la cuisine. « Je vais nous préparer du thé pendant que tu lui parles. Prends ton temps. » Malgré l'heure tardive, ma mère répondit dès la 2e sonnerie, la voix immédiatement alerte et empreinte d'inquiétude maternelle. « Catherine, ma chérie, il est presque minuit. Tout va bien? » Cette question a ouvert les vannes d'un flot de paroles dont je ne me rendais pas compte qu'elles attendaient de jaillir. Je lui ai tout raconté. Les factures de téléphone mystérieuses, la rencontre avec Judith à l'épicerie, les commentaires cruels lors des dîners de famille, et enfin la fête d'anniversaire dévastatrice qui s'était terminée par des papiers de divorce et des résultats de tests de grossesse, semant le chaos dans une égale mesure. « Oh, ma chère enfant !» a murmuré ma mère lorsque j'ai eu fini, la voix chargée d'émotion. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je l'entendais dans ta voix lors de nos dernières conversations, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il te traiterait avec une cruauté aussi calculée.
Sa validation de mon expérience m'a fait l'effet d'un remède pour des blessures que je ne savais pas soigner. Maman, je suis enceinte. Le bébé qu'ils disaient que je ne pourrais jamais leur donner grandit dans moi en ce moment même. La joie dans sa voix fut immédiate et sans complication. Catherine, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu vas être une mère formidable. Cet enfant a tellement de chance de t'avoir. Son enthousiasme contrastait fortement avec l'acceptation conditionnelle à laquelle m'avait habitué la famille de Timothy. L'amour de ma mère pour son futur petit-enfant ne nécessitait aucune preuve de performance ou de valeur biologique. Il existait simplement, pur et inconditionnel. Je veux venir rester avec toi pendant un certain temps, a-t-elle poursuivi. T'aider à t'installer, à te préparer pour le bébé. Tu ne devrais pas avoir à traverser cela toute seule. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment enthousiaste à l'idée de l'avenir. J'adorerais ça, maman. Vraiment. Les mois qui ont suivi l'arrivée de ma mère n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vécu pendant mon mariage. Libéré du stress constant lié à la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais, mon corps a réagi à la grossesse avec une résilience remarquable. À chaque rendez-vous, le docteur Patterson me disait à quel point j'avais l'air en meilleure santé et plus détendu. Quels que soient les changements que vous avez apportés à votre vie, disait-elle lors de ma visite de contrôle à 5 mois, ils fonctionnent à merveille. Votre tension artérielle est parfaite. Votre prise de poids est exactement comme il faut. Et honnêtement, vous êtes tout simplement radieuse. La grossesse est devenue une fête plutôt qu'une source d'anxiété. Erika a organisé une fête prénatale qui a rempli mon salon d'amis sincères qui m'ont offert leur soutien sans condition. Ma mère a peint la chambre du bébé dans des tons doux de jaune et de vert, créant un sanctuaire chaleureux et accueillant, loin de la pression liée à l'attente d'une nouvelle génération issue d'une lignée particulière. Lorsque Timothy a tenté de me contacter par divers moyens au cours de ces mois, mon avocat lui a clairement fait comprendre que la procédure de divorce se poursuivrait comme prévu et qu'il n'avait aucun droit légal de s'impliquer dans ma grossesse. Les documents signés lors de cette soirée dévastatrice avaient créé une barrière infranchissable qui nous protégeait, mon enfant et moi, de toute nouvelle ingérence. Le travail a commencé un mardi matin à la fin du printemps, près de 8 mois après la fête d'anniversaire qui avait tout changé. Erika et ma mère se tenaient à mes côtés dans mon lit d'hôpital, m'encourageant et me soutenant à chaque contraction. La salle d'accouchement était remplie d'amour et d'anticipation, mais c'était un amour donné librement plutôt qu'un amour conditionné par la performance ou le succès biologique. Lorsque mon fils est enfin arrivé, en bonne santé, beau et parfait, j'ai ressenti une plénitude qui n'avait jamais existé pendant mon mariage. En le tenant dans mes bras pour la première fois, j'ai compris que c'était cela, l'amour inconditionnel. Non pas la quête désespérée d'approbation qui avait caractérisé ma relation avec la famille de Timothy, mais l'acceptation simple et pure d'un autre être humain tel qu'il était. « Il est magnifique », murmura Erika, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait le bébé que j'avais nommé David Erica Miller. Absolument parfait. Le deuxième prénom rendait hommage à l'amitié qui m'avait sauvé dans les moments les plus sombres, garantissant que mon fils garderait toujours en mémoire ce qu'était la véritable loyauté. David grandirait en sachant que les relations les plus importantes dans la vie étaient choisies plutôt qu'imposées par la biologie ou les certificats de mariage. La chambre d'hôpital était remplie de fleurs et de cadeaux offerts par des personnes qui célébraient son arrivée sans réserve. Les amis de ma mère à l'église, les collègues d'Erika, les voisins qui avaient vu mon mariage s'effondrer et voulaient soutenir mon nouveau départ. Aucun d'entre eux ne remettait en question sa valeur en se basant sur ses origines ou son héritage familial. Ils accueillaient simplement une nouvelle vie dans le monde avec joie. Timothy et sa famille n'ont pas cherché à me contacter après la naissance de Mohamed, comprenant apparemment que le pont entre nous avait été définitivement brûlé. Les documents juridiques qui avaient autrefois représenté mon humiliation servaient désormais de protection, garantissant que mon fils ne serait jamais soumis à l'amour conditionnel et à l'évaluation constante qui avait rendu ma propre vie avec eux si misérable. Alors que David passait du stade de nourrisson à celui de tout petit, notre petite maison est devenue un sanctuaire de rire, de chaos et d'acceptation inconditionnelle. Erika a joué le rôle de tante honoraire, le gâtant d'attention et de cadeaux, tout en m'aidant à relever les défis de la maternité célibataire. Ma mère a prolongé sa visite indéfiniment,
affirmant qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse que lorsqu'elle aidait à élever son petit-fils. Les trois femmes qui avaient autrefois été exclues de la vision d'avenir de la famille de Timothy ont créé quelque chose d'infiniment plus précieux. Une famille choisie, fondée sur l'amour plutôt que sur l'obligation, le soutien plutôt que le jugement, l'acceptation plutôt que les critères de performance. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis assise dans mon jardin et je regarde David courir après les papillons avec l'enthousiasme intrépide d'un enfant de 4 ans qui n'a jamais connu le rejet. Son rire emplit l'air tandis qu'il découvre de nouvelles fleurs et des insectes intéressants. Son monde s'élargit chaque jour dans un environnement où la curiosité est célébrée plutôt que contrôlée. La douleur de la trahison s'est transformée en quelque chose d'inattendu, la gratitude. La cruauté de Timothy et de sa famille m'avait involontairement offert le plus beau cadeau possible. Ils m'ont forcé à découvrir ma propre force, à construire un système de soutien basé sur une attention sincère plutôt que sur une obligation biologique, à élever mon enfant sans les pressions toxiques qui avaient failli détruire mon propre sentiment de valeur. David ne sait rien des grands-parents qui l'ont rejeté avant sa naissance. Il ne connaît que l'amour de sa mère, de sa grand-mère choisie qui lui lit des histoires tous les soirs, et de sa tante honoraire qui lui apporte régulièrement de nouveaux livres et jouets. Son éducation repose sur l'acceptation plutôt que sur des conditions, sur la célébration plutôt que sur l'évaluation. La vengeance que j'ai obtenue n'était ni calculée ni vindicative. C'était simplement la conséquence naturelle d'une vie bien remplie, du choix de l'amour plutôt que de l'obligation, de l'éducation d'un enfant qui ne remettrait jamais en question sa valeur en fonction de l'approbation des autres. La famille de Timothy voulait un héritier pour perpétuer son héritage. Au lieu de cela, ils ont créé le début du mien, un héritage fondé sur la gentillesse, l'acceptation et l'idée radicale que l'amour ne devrait jamais nécessiter d'ajout. En regardant David jouer dans notre jardin, j'ai réalisé que leur cruauté m'avait libéré et m'avait permis de devenir la personne que j'étais destiné à être. La meilleure vengeance, en fin de compte, était simplement de bien vivre. Si cette histoire de justice ultime vous a captivé du début à la fin, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Erica s'est avancée avec ce test de grossesse, renversant complètement la situation pour Mason et sa famille cruelle. Quel a été votre moment préféré dans le parcours de Catherine? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes sur la résilience et le triomphe. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication.